Joliba Afternoon News. Le mouvement anti-Mali Bila Mongoye soutient la transition. Des détails assurent dans cette édition. Comme invité culture du jour, nous recevrons Alioune Ifra Ndiaye. Il est producteur, réalisateur et metteur en scène et également promoteur du complexe culturel Blomba. À l'international au Nigeria, le président Muhammadu Buhari se rend dans le sud-est du Nigeria, région en proie à des tensions séparatistes où les attaques contre la police se multiplient en 2 mois après l'arrestation du leader Po Biafra Nnamdi Kanu. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Joliba TV News. Outiller les participants sur la gestion, la budgétisation sensible au genre, renforcer leurs capacités dans la mise en œuvre d'un plan d'action sensible au genre et prendre en compte les réalités sur les VBG dans les lignes budgétaires. Tels sont entre autres l'objectif ou les objectifs d'un atelier de formation qui se tient au centre Awa Keita. Reportage Aïssata Traoré Bakaroba Niaré. Ce séminaire de formation rentre dans le cadre du programme Initiative Spotlight, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par les agences de l'ONU au bénéfice du gouvernement du Mali et des organisations de la société civile. Nous avons organisé 3 jours de formation avec l'appui du cabinet Breffel. On a été formés en tant que formateurs des organisations de la société civile sur la budgétisation sensible au genre. Et aujourd'hui, une autre session a été organisée pour qu'on puisse faire la restitution de ce dont on a bénéficié lors de la première session. Et c'est dans ce cadre qu'on a formé des formateurs. Et aujourd'hui, ces formateurs viennent donner un retour aux participants sur la budgétisation sensible au genre. Participent à cette session de formation les associations de défense des droits de la femme, les organisations de la société civile ainsi que les organismes de défense des droits humains qui ont en commun la lutte contre les violences basées sur le genre et les pratiques néfastes. Au sortir de ces 3 jours de formation, les attentes des initiateurs sont nombreuses. La lutte contre les VBG, ce n'est pas seulement le cheval de guerre des organisations de la société civile. Ça concerne tout un chacun dans la vie de tous les jours, que ce soit dans les familles, que ce soit dans la communauté, au niveau national, international. Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice sur les questions de lutte contre les VBG. Pour Mme Djakite Abibata Guindo, présidente des femmes artisanes de la commune 1, les violences basées sur le genre constituent une grave atteinte aux droits humains et à l'intégrité physique des personnes. Elles sont systémiques et fortement ancrées dans les mentalités, remettant ainsi en cause les droits de l'homme et les principes d'égalité des sexes. Le genre, c'est les femmes, les hommes, les enfants et voilà, les filles et les garçons. Et les violences basées sur le genre, il y en a beaucoup de sortes. Et ça peut être voilà, des violences physiques, des violences corporelles voilà, ou des violences morales. Avec la sensibilisation, la communication et voilà, de tous les côtés. Afin de lutter contre toute forme de violence basée sur le genre et les pratiques néfastes, les actions d'information, de sensibilisation et de plaidoyer doivent être entreprises. Je l'évoquais dans les titres, le mouvement anti-Mali Bila Mongoye a organisé une conférence de presse à la Maison de la Presse. Objectif, prêter main forte à la transition malienne. Souleymane Sidibé, porte-parole du mouvement anti-Mali Bila Mongoye. Il est au micro de Moussa Tembini. C'est pour soutenir la transition. Parce que nous avons vu, d'après différentes analyses dans les quartiers, dans nos communes, dans les voitures, là où nous partons, bon, nous avons vu que tous les Maliens veulent que la transition soit prolongée. Donc nous sommes les défenseurs du peuple, l'éveil de conscience aussi. Donc nous sommes des jeunes leaders, des porteurs d'opinion. Et nous sommes là ce soir pour lancer ce message à tout le Mali, à la transition. Assimi Goïta ne peut pas seul. L'Institut des hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba de Tombouctou, en partenariat avec l'Afrique du Sud, ont organisé ce mercredi à la Bibliothèque nationale de Bamako une conférence sur les manuscrits anciens du Mali. Objectif, relancer les activités du partenariat touchées par les changements politiques et la maladie à coronavirus. Reportage Oumou Makalou et Bakaroba Niaré.
Existant depuis le XIIIe siècle, les manuscrits anciens du Mali constituent une grande richesse pour notre pays. Cette conférence débat vise à poursuivre les activités sur ces anciens manuscrits du Mali, arrêtés par la pandémie du Covid-19 et les conflits politiques au cours de ces derniers temps. La République d'Afrique du Sud et le Mali entretiennent de longue date de solides relations de coopération, notamment dans les domaines de la gestion et de l'exploitation des manuscrits anciens. Sans risque de se tromper, nous pouvons affirmer que ces relations constituent un bel exemple réussi de coopération sud-sud. Monsieur Mohamed Diakayeye détermine le but principal de cette rencontre. Si nous organisons cette rencontre, c'est pour quand même essayer de relancer les activités de notre partenariat touché malheureusement par les changements politiques et par la maladie à coronavirus. Pour le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, cette conférence permettra du coup de définir le résultat de recherche sur les manuscrits dans les prochaines années. Mesdames et messieurs, conformément à vos objectifs, cette conférence permettra, je l'espère, de faire l'état des lieux de la coopération entre le Mali et l'Afrique du Sud sur les manuscrits d'une manière générale et spécifiquement de définir les perspectives de la recherche sur les manuscrits pour les années à venir. Retenons que, à toute l'humanité, les manuscrits peuvent contribuer à ramener la sérénité entre les populations de divers horizons car ils s'inscrivent dans les connaissances de valeurs universelles qui contribuent à l'émergence d'une cohésion, d'une conscience éclairée, a déclaré M. Idrissa Kontao au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. ICP Mali, en partenariat avec la CANAM, a organisé une journée de sensibilisation et d'échange sur l'assurance maladie obligatoire AMO et le régime d'assurance maladie universelle RAMO. Le but était d'outiller les hommes de médias des informations fiables sur ces couvertures sociales. El Hadji Malik Guitey pour les détails. Ils sont au total 30 journalistes à prendre part à cette journée d'information et d'échange sur l'assurance maladie obligatoire AMO et le régime d'assurance maladie universelle RAMU, organisé par ICP Mali, initiative d'information, de communication et de plaidoyer sur la protection sociale au Mali. Cette formation permettra de doter ces journalistes des outils nécessaires afin de mieux informer la population. Depuis plusieurs années déjà, nous travaillons à faire en sorte que l'AMO puisse être comprise dans son fonctionnement par les journalistes qui traitent souvent de ces questions-là parce que quand vous ne connaissez pas comment ça se passe, vous voyez bien qu'il y a les risques d'informer de façon biaisée la population. Donc pour en tout cas éviter de courir ces risques-là, donc nous initions des formations pour les journalistes et également des cadres d'échange comme celui d'aujourd'hui. Cette journée d'information et d'échange vient à point nommé pour une structure comme la Caisse nationale d'assurance maladie, CANAM, qui fait face depuis un certain moment à différentes formes de fraude. Nous sommes en train, c'est un défi, de tout faire pour lutter contre la fraude. Pour lutter contre la fraude, vous journalistes, nous comptons beaucoup sur vous. C'est vrai que nous allons mettre des outils pour lutter contre la fraude, mais vous êtes là aussi pour donner la bonne information à la population qui est vraiment capitale pour la lutte contre cette fraude. En outre, il s'agit d'informer les hommes des médias sur la réforme du régime d'assurance maladie universelle RAMU, les enjeux et les défis à relever. Nous avons ce défi-là de basculer vers ce régime pour prendre l'ensemble de la population. Vous savez qu'il y a à peu près 80% de la population qui n'a pas accès aux soins de qualité et à moindre coût. Donc cette gestion a été confiée à la CANAM. Créée en 2014, ICP Mali est une organisation qui a pour but d'aider les journalistes à mieux appréhender la thématique de la protection sociale au Mali pour un meilleur traitement de l'information en la matière. Le Walk Mob est un véhicule peu ordinaire fabriqué par un jeune ingénieur malien. Le véhicule en question roule comme une voiture et marche comme un humain. Aruna Salia nous amène à faire un tour à bord de cet engin atypique. Allons-y. Nous sommes à bord du Walk Mob, une innovation d'un Malien qui fonctionne avec un panneau solaire et seulement 2 batteries, avec 24 heures d'autonomie. Walk Mob, c'est l'association du mot anglais walk qui veut dire marcher
et Bambara Mobili qui signifie voiture. Le concept est de permettre à cette machine de marcher comme un humain et de rouler comme une voiture. Un mécanisme innovant qui a valu à son concepteur 2 ans de réflexion et de montage. Voilà le mécanisme qui imite la marche d'une personne, qui est alimenté par un moteur qui est électrique, voilà, qui est alimenté aussi par un panneau solaire. Par là, on a deux batteries. Ici, ça c'est la vitesse arrière, devant et arrière. Là, on a l'accélérateur. Voilà, là, on peut contrôler l'accélération de la machine. Ça aussi, ça c'est la direction qui est manuelle et l'autre direction là aussi fonctionne. Toutes les pièces de ce véhicule atypique sont issues de la récupération. Son moteur est celui d'une perceuse, ses deux roues, celles d'une vieille bicyclette. Avec des anciennes batteries et un panneau solaire, il a une autonomie de 24 heures, ce qui fait de Walkmob un véhicule doublement écologique. C'est des pièces récupérées, des pièces recyclées, ça et là que j'ai pu rassembler et modifier et adapter à cette machine-là pour dire que tout ce qu'on voit dans les ordures, on peut les récupérer pour en faire quelque chose d'utile. Embarke Yara est père de 3 enfants. Il est diplômé de l'École nationale d'ingénieurs, spécialité BTP. Il est ingénieur de formation et bricoleur de passion. C'est là depuis son enfance, nous témoigne son camarade de longue date. Bon, avec Embarke, ça date depuis longtemps, effectivement depuis le primaire. Donc depuis à bas âge, il fait ses petits trucs. On le voit, bon, on savait qu'un jour il allait réussir, franchement. Donc dès lors, c'est lui qui m'a fasciné même d'être un technicien en fait. Il m'a poussé à être un technicien en fait. Le concepteur souhaite améliorer son invention pour qu'elle puisse être utile à d'autres secteurs. Si on se mettait au travail, on peut faire beaucoup de choses pour notre développement. Ça, c'était pour montrer aux gens qu'on peut faire quelque chose. Voilà. Mais on peut développer encore la machine pour que ça puisse travailler sur d'autres secteurs, d'autres domaines, comme dans l'agriculture. Et même les sapeurs-pompiers peuvent l'utiliser, même pour le déminage. On peut le télécommander, alors on peut le développer encore pour le télécommander à distance pour que ça puisse déminer des mines et sauver des vies. Le Mali regorge des génies. Il ne suffit que de les soutenir pour qu'ils fassent des miracles. À présent, l'image du jour consacrée aux chutes Victoria. Les chutes Victoria sont des chutes d'eau situées sur le fleuve Zambèze qui constitue à cet endroit la frontière entre le Zambèze à proximité de la ville de Livingstone et le Zimbabwe. Le fleuve se jette dans le cataracte, sur environ 1700 mètres de largeur et d'une hauteur qui peut atteindre un maximum de 108 mètres. Elle donne un spectacle remarquable par leur disposition particulière. Elles se jettent dans une longue faille du plateau pour s'échapper par un étroit caillon. Elles ne peuvent ainsi être vues de face qu'à une distance d'une centaine de mètres seulement. En prenant en compte leur largeur, leur hauteur et leur débit, elles font partie des cataractes les plus importantes du monde avec les chutes du Niagara et celles d'Iguazu. Suivons à présent l'actualité internationale avec Aminata Traoré. Le président Muhammadu Buhari se rend dans le sud-est du Nigeria, région en proie à des tensions séparatistes où les attaques contre la police se multiplient 2 mois après l'arrestation du leader pro-Biafra Nnamdi Kanu. Monsieur Buhari s'est rendu à Owerri, la capitale de l'État d'Imo, quadrillé par un important dispositif sécuritaire pour inspecter les récents projets de construction avec le gouverneur local. J'ai rencontré le même problème dans le centre du pays pour m'assurer que les infrastructures permettent aux gens de s'occuper de leurs propres affaires. S'il n'y a pas de route, s'il n'y a pas de sécurité, que peuvent faire les gens? Absolument rien. What can people do? Absolutely nothing.
En se rendant à cette partie du Nigeria en proie à l'insécurité depuis des mois, le président Buhari donne un signal fort dans la lutte contre l'insécurité. La sécurité est le numéro 1, je pense, et nous essaierons d'y parvenir. La sécurité et l'économie. Lorsque les gens se sentent en sécurité, ils s'occupent de leurs propres affaires. Il y a 5 mois, des hommes armés ont attaqué la prison d'Owerri, utilisant des explosifs pour libérer des centaines de prisonniers. Il s'agissait de la plus importante attaque orchestrée récemment dans le sud-est du pays, attribuée au mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra, qui prône la création d'un État indépendant pour le peuple Igbo. Deborah Lyons, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU pour l'Afghanistan, déclare devant le Conseil de sécurité que l'administration talibane n'inclut pas les femmes, les minorités ou les non-talibans lors d'une réunion au cours de laquelle des militantes pour les droits des femmes, dont Malala Yousafzai, mettent en garde contre les dangers qu'encouragent les femmes dans un Afghanistan dirigé par les talibans. Nous sommes confrontés depuis 2 jours à une administration de facto annoncée par les talibans. Ceux qui aspiraient et demandaient instamment l'inclusivité seront déçus. Il n'y a aucune femme dans la liste des noms. Il n'y a pas de membres non talibans, pas de personnalités de l'ancien gouvernement, ni de dirigeants de groupes minoritaires. Selon Malala Yousafzai, les Nations Unies et ses États membres doivent respecter leur engagement et les textes régissant les droits fondamentaux des êtres humains. L'ONU et ses membres doivent se souvenir de leur engagement à protéger la dignité et la valeur de la personne humaine. Nous devons soutenir l'éducation des filles afghanes parce que c'est leur droit fondamental et parce que c'est vital pour un Afghanistan pacifique et stable. Quant à la militante afghane pour les droits des femmes, elle craint une dégringolade des progrès acquis en matière des droits des femmes. Notre État moderne n'avait que 20 ans, mais nous avions 500 femmes juges et procureurs travaillant dans tout le pays. Nous avions quelques 12 000 femmes dans la police et dans l'armée. Aujourd'hui, elles se cachent toutes, craignant pour leur vie et celle de leur famille. Les droits des femmes afghanes sont menacés depuis la prise du pouvoir par les talibans depuis le 15 août 2021. À quelques jours de l'annonce de la liste du nouveau gouvernement afghan, le flou demeure sur ce que vont devenir les femmes afghanes. Le parti islamiste PJD à la tête du gouvernement marocain depuis une décennie a subi une spectaculaire déroute aux élections législatives au profit des partis libéraux considérés comme proches du palais royal. Le parti de la justice et du gouvernement PJD islamiste modéré s'effondre passant de 125 sièges dans l'Assemblée sortante à 12, a indiqué jeudi le ministre de l'Intérieur Abdelouafi Latif au lendemain du scrutin. Selon les résultats provisoires après le dépouillement, 96% des bulletins, le PJD arrive loin derrière ses principaux rivaux. Le Rassemblement national des indépendants, RNI, le parti Authenticité et Moderne PAM, tous deux de tendance libérale, et le parti de l'Itical, centre-droit, avec respectivement 97, 82, 78 sur 395 députés. En toute modestie et avec reconnaissance, je me tiens devant vous en tant que président du parti du Rassemblement national des indépendants RNI, après avoir obtenu le plus de votes et de sièges lors des élections législatives marocaines du 8 septembre 2021. Les Marocains se sont exprimés et, comme nous leur avions promis, ils méritent mieux grâce à un programme réaliste et réalisable, et ils se sont exprimés dans les urnes. Aujourd'hui, nous célébrons une démocratie. Le Maroc a gagné, peu importe qui est le vainqueur.
Les gardes-côtes italiens portent secours à 125 migrants échoués sur une falaise de l'île du Lapin, près de Lampedusa, après le naufrage de leur bateau causé par des conditions de mer difficiles. Selon les gardes-côtes, parmi les 125 personnes s'y trouvaient 49 femmes et 20 mineurs. Comme je l'annonçais dans les titres, comme invité culture du jour, nous recevons Alioune Ifra Ndiaye. Il est producteur, réalisateur et metteur en scène, également promoteur du complexe culturel Blomba. Alors, monsieur Ifra Alioune Ndiaye, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir pour moi d'être invité sur pareil plateau. Alors, plaisir partagé. Vous êtes promoteur de complexe culturel Blomba, vous le confirmez? Oui, bon, je fais partie des promoteurs du complexe culturel Blomba parce qu'on est une équipe quand même. Très bien. Alors, vous avez récemment lancé un appel pour le financement participatif pour la réalisation de votre film TAN. Qu'en est-il de cet appel? Et oui, il y a environ 3 mois, on a... pour des questions de plan de financement, on a estimé qu'il est temps que les Maliens interviennent eux-mêmes directement dans le financement de leurs produits culturels, de leurs œuvres culturelles. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons lancé un appel aux Maliens et aux amis du Mali par un processus de financement participatif. Et on a clos le processus. Les fonds sont rentrés. Oui, les Maliens ont répondu largement. On comptait sur 200 Maliens en disant qu'ils peuvent payer une moyenne de 30 000 francs jusqu'à 5-10 millions. Avec une soixantaine, je pense environ 70 Maliens, on a atteint la somme qu'on... Donc les résultats de cet appel ont été satisfaits. Effectivement. En tout cas. Alors de quoi parle réellement le film TAN? Oui, où en êtes-vous avec la réalisation après avoir fait cet appel de financement participatif? Le film parle d'un Mali positif, d'un Mali. Généralement, nos productions cinématographiques parlent beaucoup de ce qui ne marche pas. Nous, par le film et par l'histoire fantastique d'une femme qui prend sa retraite, nous abordons les sujets sur les opportunités qu'offre le Mali d'aujourd'hui. Et à partir de ces opportunités, comment on peut s'organiser une vie paisible, harmonieuse. Et c'est de ça que parle le film. Le film aborde le Mali aujourd'hui de façon positive. Une production d'un film, c'est plusieurs étapes. C'est l'écriture, le développement du dialogue et ce qu'on appelle le découpage technique. Tout ça, tout ce travail est fait. Et on a bouclé le financement et aujourd'hui, nous préparons ce qu'on appelle le tournage. Et cette étape-là, nous allons démarrer ça le 17 octobre. Donc pendant ce temps... 2021, bien sûr. Oui, 2021, bien sûr. Et ça va prendre à peu près 2 mois de tournage. Donc là, actuellement, on travaille sur l'identification des décors, c'est-à-dire les lieux de tournage, et leur aménagement, et les détails sur les costumes, et les détails aussi sur les lumières, la température de couleur que va être l'image, etc., etc. C'est ce travail technique qu'on est en train de faire et qu'on met sous le vocable global de découpage technique. Donc, quand cela va finir, on va entamer l'étape du tournage à partir du 17 octobre. C'est notre agenda. Peut-être une question curieuse. Est-ce que nous pouvons déjà à la fin de cette année voir le film TAN? Ce serait vers le mois de février. La sortie est prévue vers le mois de février 2022. Nous aurions souhaité être présents, par exemple, au FESPACO, mais la production du film a connu quelques péripéties, donc on a dû s'adapter. Et à partir de là, aujourd'hui, Dieu merci, les choses fonctionnent normalement, on est dans une dynamique positive. Très bien. Depuis quelque temps, vous parlez, ou bien vous êtes sur un projet, les Go de Bamako. De quoi s'agit-il réellement? Les Go de Bamako, ce projet fait partie d'un projet global, qu'on appelle Nyana Diatama. Nyana Diatama, c'est un programme de diffusion culturelle et de construction citoyenne qui couvre 35 villes. Et il faut aussi qu'on crée du contenu sur ce projet. Et c'est dans la production de ces contenus qu'a émergé le projet Les Go de Bamako. C'est un groupe de girl band, style Les Go de Koteba et Destiny Child.
Et c'est ça qu'on crée pour le Mali, qui va être vraiment axé sur la musique urbaine, la culture urbaine. Je vais laisser le suspense pour que les gens le découvrent après. Dans 3-4 semaines, on va peut-être commencer à présenter ce que ce projet Très bien. proposé. Alors, parlant toujours de projets, quels sont les projets sur le plan individuel et naturellement sur le plan de votre complexe où vous êtes une équipe sur le complexe Blomba? À Blomba, nous faisons beaucoup de programmation, mais malheureusement, avec la pandémie du Covid-19, les crises politiques successives, nous avons du mal à avoir une dynamique cohérente parce que on paye toujours, soit on est fermé, soit avec les crises politiques, on ne peut pas construire quelque chose de pérenne. On espère pouvoir en sortir. Il y a une dynamique positive qui est en place. On espère qu'il y aura moins de crises politiques. Et à partir de là, avec cet environnement, nous allons pouvoir proposer de la programmation régulière artistique au public bamakois. Au-delà de ça, il y a ce que j'ai appelé Nyana Dietama. C'est le lieu de remercier, permettez-moi de remercier quand même des gens qui nous ont soutenus, qui continuent à nous soutenir. Je parle sur le plan officiel du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga. Et je parle du programme Donko Maya de la GIZ. Et nous sommes aussi les opérateurs de la coopération suisse, un programme qui s'appelle le programme STAR, qui nous permet de soutenir beaucoup de projets culturels au Mali et notamment à Bamako. Donc on a ces personnalités et ces institutions qui nous soutiennent régulièrement. On espère pouvoir élargir le panel de ces soutiens et surtout faire beaucoup de lobbying pour que l'État malien puisse enfin réfléchir à une vraie politique culturelle qui va peut-être penser à un vrai budget pour la culture du Mali. Parce qu'aujourd'hui, il faut le souligner, le Mali, depuis 1991, n'a pas de budget pour la culture. Pourtant, il y a un ministère de la Culture qui fonctionne. Le budget qu'on présente comme le budget de la culture est un budget de fonctionnement de l'administration publique de la culture. Donc ce n'est pas un budget pour la culture. Et aujourd'hui, malheureusement, l'essentiel des activités culturelles est financé par l'extérieur, pas par le Mali, pas par les Maliens. Monsieur Alioune Ifra Ndiaye, je vous remercie de participer, en tout cas, de passer sur ce plateau de Djoliba TV News. Merci, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Alors, parlons toujours de culture. Une nouvelle victoire internationale pour le 7e art malien ce jeudi 9 septembre 2021. En compétition avec 15 autres films issus des 8 pays de la zone UEMOA, le film documentaire Ma Passion de Djelika Mama Traoré remporte le Grand Prix Kodjo et Bouclé de la 21e édition de Clapivoire, le festival dédié au film court-métrage. Ma Passion évoque la vie difficile des femmes évoluant dans le domaine des arts dans les sociétés africaines conservatrices, notamment au Mali. Le second porte-étendard malien, Toumani Sangaré, en lice dans la catégorie fiction avec son film Mami reçoit quant à lui le prix de l'intégration africaine. Je suis tellement contente et fière de remporter ce trophée. Ce qui me touche le plus, c'est que le message véhiculé dans le film soit écouté au Mali et en Afrique. J'espère que mon film pourra contribuer au changement des mentalités et des conditions des femmes artistes dans nos sociétés, déclare Djelika Traoré. En récompense, le vainqueur du Grand Prix reçoit un chèque de 5 millions de francs CFA, tandis que le prix de l'intégration africaine empoche 1 million de francs CFA. Mesdames et messieurs, cette édition s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Djoliba TV News. Dans un instant, la météo, l'information reste en continu sur Djoliba TV News. Djoliba Afternoon News.